Tu veux devenir un héros de la vente? En écoutant ce podcast, tu es sur la bonne voie. La prochaine étape, c'est d'aller sur le site lhérodelavente.com et tu y trouveras la newsletter, le playbook de vente et le guide de la prospection téléphonique pour continuer à progresser. Dans cet épisode, j'invite Marine Esma, Sales Director chez Alma, qui va nous expliquer comment vous pouvez révéler tout le potentiel de vos commerciaux. Alma est une entreprise qui cartonne en ce moment. Elle propose du paiement en plusieurs fois, garanti, en ligne et en magasin. Et Marine va nous expliquer comment ils ont dû gérer la croissance. Nous allons voir comment créer une bonne cohésion d'équipe, comment s'entraider entre les juniors et les seniors et faire monter en compétences les plus jeunes, comment développer la créativité de ses commerciaux et enfin, comment responsabiliser les équipes en leur donnant un cadre et les bons outils. Bon épisode! Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais 2 entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis, waouh, c'est hyper simple, c'est pas cher, je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine de Alma. Marine, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, je suis très content de t'accueillir, Marine, parce que je sais que Alma, vous êtes en pleine croissance, il y a plein de choses qui se passent chez vous. Donc, tu vas nous expliquer tout ça. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs rapidement ? Oui, avec grand plaisir. Déjà, je tiens à te remercier Alexandre pour ton accueil sur ce podcast que j'ai suivi et notamment au début d'Alma qui m'a été très utile. Donc moi, je suis Marine Esma, je suis directrice commerciale chez Alma, alors que finalement sur le papier, rien ne fait de moi une directrice commerciale puisque malheureusement dans le secteur on connaît encore peu de femmes, heureusement de plus en plus. Et puis, je suis ingénieure aussi de formation. Moi, j'ai fait une maths sup, maths spé, école d'ingénieur. Et puis, j'ai eu plusieurs jobs dans ma carrière, dont des fonctions commerciales. Et j'ai monté une entreprise. Et juste après ça, j'ai déjeuné avec Louis, le cofondateur d'Alma, qui m'a fait embarquer dans l'aventure Alma, il y a 3 ans. D'accord, donc tu dis rien ne te prédestinait à être directrice commerciale. En fait, c'est un enchaînement d'événements qui t'a amené là, et notamment le fait que tu aies créé une entreprise où j'imagine tu as dû être la première vendeuse de ton entreprise, c'est ça ? Oui, exactement. Enfin, j'avais été directrice commerciale, mais dans une entreprise plus traditionnelle, qui n'était pas ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le milieu de la start-up, très poussée, avec des techniques commerciales assez avancées. Et effectivement, c'est le fait d'avoir été entrepreneur, de connaître Louis, le CEO d'Alma auparavant, on était restés en contact, et puis il m'a proposé ce déjeuner, il m'a pitché Alma, et je me suis dit c'est intéressant, j'ai pas mal creusé, et puis de fil en aiguille, effectivement, le deal c'était Marine, tu nous rejoins en tant que première commerciale et pour monter l'équipe commerciale d'Alma. D'accord, tu as rejoint Alma au tout début de l'aventure, donc. Quand j'ai rejoint Alma, j'étais la 6e employée. On était 8. Oui. Ah oui. Donc peut-être pour les auditeurs, on peut expliquer rapidement ce que fait Alma et puis où vous en êtes aujourd'hui. Donc tu as démarré chez eux, vous étiez 6. Aujourd'hui, combien vous êtes ? Et peut-être nous dire dans ton job de directrice commerciale, combien de personnes tu dois manager et comment se composent un peu les équipes ? Oui, avec plaisir. Alors, Alma, c'est une solution de paiement fractionné garantie et omnicanal. Donc, on est présent sur le web et en magasin. Par exemple, si vous allez demain chez Maison du Monde acheter un canapé en 3 fois sans frais, vous utiliserez Alma. Donc, c'est vraiment la technologie qui sert à faire ça. L'accord
l'acceptation des paiements, etc. Aujourd'hui, donc on est 45 dans l'équipe commerciale, on est plus de 300 chez Alma, alors que c'est ça il y a 3 ans, le 1er juillet 2019, j'ai rejoint l'aventure et on était 8 au total avec les 2 fondateurs. Ouais, donc tu as un bon retour d'expérience à nous faire d'une boîte qui passe de 8 à 300 en l'espace de 3 ans et forcément d'une équipe commerciale que tu gérais au début où tu étais toute seule et où maintenant vous êtes 45. Donc c'est ça qui va être intéressant dans cet épisode d'aujourd'hui. Oui. Le sujet du jour, et ça va nous permettre d'adresser plein de sous-sujets dans cet épisode, c'est comment révéler le potentiel de ces commerciaux. Donc j'imagine que tu as eu plein de problématiques et de challenges à adresser quand tu as fait grandir l'équipe commerciale. Donc la première question, c'est pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet ? Oui, et je pense que quand je cherchais un sujet pour ce podcast, je me suis dit, OK, il y a pas mal de choses à raconter, c'est vrai, dans la vie d'une startup qui a cru de 1 à 45 personnes côté sales. Et en fait, à chaque fois que il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe commerciale, ce que je fais, c'est que au bout de quelques semaines, je prends un café ou je prends un temps avec cette personne-là pour lui demander, en fait, son retour d'expérience, son rapport d'étonnement un petit peu sur Alma, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime bien, qu'est-ce qui l'a étonné. Et très souvent, en fait, il y a des éléments qui sont revenus que je percevais moi, pas forcément, puisque on baigne dedans chez Alma. C'était la bienveillance dans l'équipe commerciale, qui était des choses assez, une chose qui est vue comme unique, puisque visiblement, ça peut être un peu différent dans d'autres équipes. Et puis aussi, ça c'est assez dernièrement, on m'a dit, mais en fait, c'est incroyable parce que c'est une personne qui venait de chez Salesforce qui disait, en fait, j'ai l'impression que les gens, je sais pas comment l'expliquer, mais sont poussés par une force. C'est marquant, on sent qu'ils veulent se défoncer et c'est pas juste pour leur paye à la fin du mois, mais c'est vraiment pour l'équipe, pour l'histoire, pour l'entreprise. Très bien. Et donc, je me suis dit que peut-être il fallait essayer de creuser un peu les choses qui ont fait d'Alma une équipe commerciale un petit peu spécifique peut-être ou atypique. Ouais, c'est vrai que le sujet de la motivation de ces commerciaux, je pense que c'est un sujet fondamental parce qu'on est sur un job qui demande beaucoup de résilience, beaucoup d'énergie. Et c'est aussi un métier où il y a une forte demande. Donc tu peux très vite perdre des commerciaux qui sont bons et qui vont aller voir ailleurs. Et Ouais. au-delà de la rémunération, tu as des leviers de motivation à savoir activer. Et c'est pour ça que je suis très heureux de t'inviter sur cet épisode pour voir ces différents leviers que tu as mis en place. Ouais. Ouais, on peut d'ailleurs comparer les commerciaux à des athlètes de haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut être performant, on cherche de la performance, mais il faut aussi être performant sur la durée. Et parfois on a des échecs, il faut réussir à se relever et trouver l'énergie pour finalement à un horizon temporel donné être également performant, on va dire. Ouais, très bien. Alors, en préparant cet épisode, tu m'as proposé de découper l'épisode, enfin le thème en 3 parties. Donc, en gros, comment créer une bonne cohésion d'équipe, comment développer la créativité de ces commerciaux, et comment les responsabiliser. Donc, ce que je te propose, c'est d'arriver tout de suite dans le vif du sujet et de répondre à la question comment faire pour créer une bonne cohésion d'équipe. Donc, à toi de jouer. Vas-y. Tu peux nous expliquer peut-être selon toi, quels sont les fondamentaux que tu as mis en place, les choses qui ont marché chez Alma, qui ont permis de créer cette émulation dans ton équipe. Ouais, bien sûr. Alors je pense que peut-être tout est né de ma hantise de ce qu'on peut entendre des équipes sales avec des équipes de commerciaux, pardon, avec des commerciaux qui se tirent entre guillemets dans les pattes en se disant non mais ça c'est mon deal, qui visent effectivement leurs objectifs mais leurs objectifs propres et pas la réussite de toute une équipe, de toute une entreprise. Donc très certainement, le recrutement a joué aussi en allant chercher des personnes qui étaient animées par la force de vouloir écrire une histoire, bien sûr. Mais au-delà de ça, et je pense que ce qui est capital, c'est que
en tant que manager, il faut toujours être à l'écoute de son équipe et être capable de se remettre en question. Et ça fait écho à une valeur qui est très forte chez Alma, qui est l'humilité radicale. Alors, on a ajouté un radical pour pas faire trop passe-partout, et qui est finalement incarné par pas mal de personnes dans l'entreprise et en premier lieu Guillaume et Louis pour la petite anecdote, qui sont nos cofondateurs, pardon. Pour la petite anecdote, chacun d'entre eux a pris la parole devant l'ensemble de l'entreprise en disant quelque chose qu'ils avaient raté. Et pourquoi ils l'avaient mal fait dans le cadre d'Alma, pas avant. Qu'est-ce qu'ils avaient mal fait, pourquoi et comment ils allaient faire en sorte qu'en fait ça se répare ou que ça ne se reproduise pas. Et ça, je pense que ça a inspiré beaucoup de monde, moi aussi bien sûr. Et du coup, ça anime assez logiquement une culture du feedback très forte. Et c'est ces feedbacks et à l'échelle commerciale, ce qu'on fait par exemple pour les feedbacks, au-delà de cette prise de température entre guillemets qu'on peut avoir en one-to-one avec certains commerciaux de l'équipe ou certains managers de l'équipe, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fin de trimestre, on fait une analyse un petit peu du trimestre, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, quelles ont été les performances, nos résultats, mais avant ça aussi, on envoie une enquête, un survey à l'ensemble des personnes de l'équipe pour leur demander ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, avec un ensemble de questions soit fermées, soit ouvertes. Et de tout ça, on retranscrit les éléments pendant la réunion de closing aussi. Et donc, en fait, ça permet aussi de définir des projets ou d'en tenir compte dans les OKR. OKR, Objective Key Results, une méthodologie qu'on utilise au global chez Alma et au sein de toutes les équipes. Et en fait, on s'assure d'aligner à la fois les commerciaux, les managers et puis l'entreprise Alma avec ces éléments-là. Et on est sûr de ne pas partir dans des mauvaises directions. D'accord. Donc, est-ce que quand tu recrutes des commerciaux, ça peut sembler paradoxal, mais est-ce que tu recherches cette qualité un peu d'humilité ou Oui. c'est pas forcément un critère? Si, c'est un critère. C'est un critère et c'est vrai que ça peut paraître assez antagoniste avec le métier du commercial, mais en fait, je crois pas. Je pense que c'est antagoniste avec l'image qu'on se fait d'un commercial qui parle beaucoup, qui est très affirmé, qui va être et en fait, je pense pas que c'est ça qui fait la nature même d'un bon commercial ou d'une bonne commerciale. Donc oui, on va effectivement l'humilité, c'est quelque chose qu'on va rechercher chez l'ensemble des commerciaux et plus globalement l'ensemble des employés Alma. D'accord. Et donc, vous recherchez du feedback de vos collaborateurs via ces fameux surveys. Juste sur la forme, c'est quoi? C'est des Google Forms que vous Alors utilisez? on a typiquement pour les surveys qu'on fait à l'échelle commerciale, ça va être effectivement des Google Forms. On a Ok. le même qu'on itère un petit peu à chaque closing, avant chaque closing. Et puis par ailleurs, on fait des enquêtes ou des formes spécifiques pour des sujets donnés. Par exemple, si on anime un team building, un brainstorming, etc., après on va demander ce qu'ils en ont pensé. Si jamais typiquement, on avait un sujet aussi sur la réunion commerciale du lundi, la fameuse, celle qui perd souvent de peps avec le temps, qu'il faut réanimer. On a fait un forum dédié à ça. Et après, au sein de l'entreprise au global, on utilise un autre outil là qui est piloté par les RH. Qui a changé au cours du temps. Je pense que c'est Greenhouse, le dernier, notre outil aussi d'ATS. Ouais, c'est vrai que dans le monde des RH, il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir le ressenti, le feedback des équipes sur différents sujets. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formulaires qu'on peut remplir pour avoir ce ressenti. Juste, Marine, pour bien comprendre l'organisation chez Alma, tu nous as dit tu as 45 commerciaux à peu près. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment sont organisées ces équipes, si ce sont des squads, s'il y a des middle managers ou d'autres professions. Et ensuite, la semaine d'un commercial chez Alma, comment ça se... Est-ce que tu peux rapidement nous décrire comment tout ça fonctionne avant qu'on passe aux autres sous-sujets? Oui, avec plaisir. Alors,
On est 45, on est organisé en 3 segments chez Alma et c'est une particularité aussi. On adresse aujourd'hui les petits commerçants, petits et moyens commerçants. Ça peut être un commerçant de quartier comme un site web qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps ou qui est en phase de croissance. Donc c'est entre 0 et 5 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est pas que petit, c'est moyen aussi. Après, on a ce qu'on appelle le mid-market qui va entre 5 et 150 millions de chiffre d'affaires. Et puis l'enterprise, qui est au-delà de ce chiffre d'affaires. Et donc, on a pour chaque équipe des sous-équipes. Par exemple, pour le small market, on a cette équipe qu'on appelle field sales, donc des commerciaux qui vont aller sur le terrain, faire du porte-à-porte pour convaincre les commerçants d'utiliser Alma. Et ils vont mettre des publicités dans leur magasin aussi pour montrer que ce moyen de paiement est disponible et ça nous fait de la notoriété aussi en plus. De l'autre côté, on a une équipe d'inside sales qui, elle, récupère les leads entrants et s'occupe du cycle de vente de A à Z. Sur le mid-market, c'était par là qu'on a commencé en SMB. On a petit à petit structuré un peu davantage l'équipe parce que c'est le corps, c'est le cœur de métier d'Alma, on va dire. Et historiquement, c'était assez intéressant à constater d'ailleurs, et assez logique. Historiquement, on avait beaucoup commencé par le prêt-à-porter, par exemple, qui n'était pas adressé par les acteurs de l'époque. Et donc, petit à petit, les commerciaux qui arrivaient avaient tendance soit à finalement répéter leurs habitudes d'achat. Ils allaient cibler des commerçants ou des marchands qui finalement vendaient des choses que eux-mêmes achetaient, parce que c'est logique, c'est ce qui vient plus naturellement en tête, ou utiliser finalement des marchands pour lesquels on avait déjà des références et donc c'était plus facile d'aller les chercher. Et le contre... on va dire, ce qui marchait moins bien avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, finalement, on se limitait seulement à certains types de verticales et on n'allait pas exploiter d'autres verticales qui avaient autant d'intérêt finalement pour le paiement fractionné, qui étaient peut-être moins adressées par nos concurrents. Et c'est comme ça que finalement, on a sous-segmenté en 3 verticales, les verticales de l'équipement de la personne au global, celle de l'équipement de la maison et du jardin, et l'autre qui était finalement un peu un laboratoire où on mettait des verticales qu'on adressait à l'époque pas, qui sont par exemple les services, la santé avec tout ce qu'elle peut englober, ou les voyages qui finalement sont aussi pertinents puisqu'on pourrait acheter son billet en 3 fois, payer son orthodontie en 3 fois, etc. D'accord, donc d'abord une division des équipes en fonction de taille de marché. Exactement. Donc, 3 tailles de marché différents, en gros, pour résumer, petit, moyen, gros. Oui. Et ensuite, une division par secteur d'activité. Et Exactement. j'imagine que plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de verticales différentes. Oui, alors on a aussi une équipe de BDR dont j'ai pas parlé qui vont aller trouver des rendez-vous pour les commerciaux mid-market. Effectivement, soit plus on va avancer et plus on va pouvoir sortir des verticales de ce champ laboratoire, en fait, dès qu'on sent que la traction commerciale est suffisante, dès que tous les aimants de rentabilité sont actionnés. Mais à l'inverse, on va peut-être faire un retour arrière sur certaines qui finalement sont très similaires en termes de cible, donc les discours commerciaux sont pas très différents. Et là où à certaines périodes, on trouvait un intérêt de dissocier les sales pour créer du territoire et pour aussi que chaque commercial s'épanouisse avec un portefeuille donné, on pourrait demain potentiellement réorganiser en fonction des verticales, de notre pénétration du marché, etc. Ok, très bien. Et rapidement, alors peut-être que la question est un peu difficile parce que vous avez différents types de commerciaux, mais une semaine de quelqu'un qui est dans l'équipe vente d'Alma, ça se décompose comment? En gros, j'imagine lundi, vous préparez, faites la réunion d'équipe, ensuite mardi, mercredi, prospect. Est-ce que vous avez mis en place des routines ou au contraire, est-ce que vous essayez absolument que les semaines ne se ressemblent pas et de changer un peu ces routines?
C'est une bonne question. Alors, tu as raison, ça va dépendre énormément d'une équipe à l'autre, puisque, comme tu l'imagines, les field sales vont être beaucoup sur le terrain. Mais oui, on a des routines. Alors, à l'échelle globale de l'équipe commerciale, on a des routines à l'échelle des sous-équipes. Et puis après, on privilégie aussi l'autonomie dans l'organisation. Mais donc, les routines qu'on a mises en place, c'est qu'on a la réunion commerciale du lundi matin. On a une réunion avant ça avec toute l'équipe revenu. Donc revenu chez Alma, ça implique le customer success, les sales, les solution engineers et le marketing et le partenariat aussi. Donc tout le monde s'aligne par une réunion de 30 minutes, donc on va à l'essentiel pour pas faire perdre de temps à tout le monde. Et puis après, chacun a son one-to-one avec son manager aussi à un moment de la semaine. Et puis on a des routines qu'on a ajoutées, modifiées au cours du temps. On pourra revenir plus tard là-dessus, mais par exemple des trainings qui sont organisés par les sales chaque vendredi. On a aussi une deal clinic qui est organisée le mercredi par un des managers sales. Qu'est-ce que c'est ça, deal clinic? Deal clinic. Alors pour cette cohésion d'équipe, il était apparu aussi très nécessaire et puis finalement créateur de valeur, qui est beaucoup d'entraide entre les commerciaux. Et en fait, souvent quand on parle d'entraide, on se dit ok, c'est les plus seniors qui vont apporter quelque chose aux plus juniors. Alors c'est vrai dans la plupart des cas, bien sûr, mais ça peut aller plus loin que ça. Et en fait, on a mis en place deux choses, les deals cliniques. Donc, je réponds à ta question enfin. Donc un deal clinique, c'est un commercial qui est un petit peu en peine sur un deal, sur une opportunité commerciale, et qui du coup va aller demander de l'aide à ce manager référent dans un petit groupe aussi qui est vraiment sur volontariat, qui vient et finalement on utilise le brainstorming de tout le monde pour aller trouver des solutions pour résoudre ces problèmes qu'on a ou pour aller chercher d'autres idées des autres. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens étaient de plus en plus dans des sous-équipes et donc avaient des bonnes dynamiques inter-équipes, mais peut-être avaient ce type de solution qu'ils utilisaient souvent, mais pas forcément d'autres que d'autres équipes mettaient en œuvre. Et donc c'est l'idée de casser aussi un petit peu les silos. Et, et juste pour faire écho à ce que je disais sur le fait que c'est pas toujours descendant la formation, il était apparu que il faut savoir peut-être pour remettre ça, les commerciaux, donc sur les 45 où on est aujourd'hui, on était 6 fin 2020, 30 fin 2021 et là 45. Donc ça fait énormément de personnes à onboarder chaque fois. Et donc il y a ce sujet de training est très important. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des BDR peuvent traîner des AE sur le call, par exemple. Des inside sales peuvent traîner. Enfin, en fait, c'est ce que je dis. Tout le monde peut gagner auprès de tout le monde. Alors là, tu as une accélération pour les gens qui ne maîtrisent pas le vocabulaire startup. Ah oui, pardon. Vas-y, je te laisse traduire, excuse-moi. Donc les BDR, c'est-à-dire les chasseurs, on va dire les chasseurs qui prospectent, peuvent entraîner, tu m'as dit, les account exécutifs, donc plutôt les gens qui vont closer. Exactement. Et tu m'as dit sur le call, c'est ça, donc sur l'appel. Ah oui, sur le call calling par exemple. Donc ça, c'est les appels à froid, appels sortants pour essayer d'obtenir un rendez-vous avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais pour qui on pourrait sans doute résoudre un problème en proposant Alma pour les account exécutifs derrière. Donc, Pardon. Okay. N'hésite pas à m'arrêter si je vais trop vite. Ouais, donc en gros, pour résumer, vous essayez de mettre en place une sorte de mentoring, mais ce ne sont pas seulement les plus vieux qui forment les plus jeunes. Les plus jeunes ont aussi des choses à apporter. Vous travaillez de plus en plus sur l'onboarding et le training des équipes. Tout ça avec les valeurs d'Alma qui sont, tu l'as dit, l'humilité radicale, le fait d'avoir beaucoup de feedback sous la forme de formulaires. Vous utilisez la méthode OKR, on en a déjà parlé dans ce podcast. Je vous invite à voir aussi les dernières newsletters des Chroniques de la Vente où on en parle beaucoup de cette méthode qui est très utilisée dans le monde des startups. Ce que je te propose, on a déjà beaucoup d'informations, mais qu'on passe au sujet suivant qui est donc comment développer la créativité de ces commerciaux. Alors là, c'est aussi intéressant parce qu'on pourrait se dire
un commercial, c'est fait pour prospecter et puis pour closer. Pourquoi développer leur créativité? Mais j'imagine que justement, dans un souci de motiver ses équipes, on a besoin de travailler cette créativité. Oui, exactement. Je pense qu'effectivement, assez naturellement, on se dit, ce que tu viens de dire, les commerciaux, en fait, s'ils sont là, c'est, pour qu'on leur donne un pitch, puis pour qu'ils l'exécutent et puis pour qu'ils closent de plus en plus. Mais en fait, c'est une vision très «froide» entre guillemets, de la chose, et ce serait se priver, de plein d'opportunités de s'améliorer, que de, finalement ne pas leur demander leur avis, ou surtout, de pas les pousser dans cet élan de créativité. Et quand je regarde en arrière, il y a énormément d'initiatives qui ont été faites côté commercial, hein, et qui viennent des commerciaux eux-mêmes. Et c'est ça qui est sans doute assez unique chez Alma, c'est que en fait, ils sont là pour se défoncer, pour aller chercher du business, bien sûr, et avant toute chose, mais ils vont vouloir toujours optimiser les processus, aller chercher de nouvelles méthodologies, apprendre, s'améliorer, créer de la stimulation, etc. Et j'ai quelques exemples en tête, hein, qui ont été nourris par les commerciaux eux-mêmes. Ouais. Un exemple qui sert en plus directement aussi le win rate, hein, c'est, vous le savez, quand vous essayez de convaincre un prospect, la démonstration du ROI de la solution, elle est clé. Et chez Alma, c'est pas si simple que ça, parce que ce qu'on va proposer, hein, encore une fois, c'est du 3 fois. Mais finalement, le marchand, il va payer plus cher les transactions qui passent en 3 fois que les transactions qui passent en une fois. Et donc, il faut lui montrer que s'il met du 3 fois sur son site, en fait, il va avoir plus de transactions et pour des paniers plus élevés. Et donc, en fait, ça, c'est clé, parce que sinon, il va toujours être angoissé en se disant: ah, mais si je le mets pas, etc. Et donc, en fait, ça, c'est des commerciaux qui ont réfléchi, hein, à comment le découper pour en faire une matrice de rentabilité pour le client final. Et en fait, ça s'est répondu parce qu'on en a une face à aucun concurrent, et puis on en a une face aux concurrents, pour montrer aussi que juste la tarification ne devrait pas être regardée. C'est plutôt l'impact business qui a de l'importance, et c'est là qu'il y a des notions de conversion qui vont intervenir et qui vont permettre aussi aux marchands en face de faire le bon choix. Ouais, ça c'est vrai que quand on arrive dans la vente à montrer effectivement le ROI et finalement ce que va apporter financièrement ta solution, c'est là où on touche du doigt l'argument ultime, hein. C'est là où c'est le plus facile à ensuite développer d'autres arguments que vous avez sans doute chez Alma. Et donc vous avez fait ce travail effectivement de pouvoir calculer sur chaque verticale. Est-ce que le taux de conversion de son panier sur un site e-commerce augmente quand on met la possibilité de payer en plusieurs fois? Si oui, combien de fois? Et ça justifie de travailler avec nous parce que vous gagnez de l'argent à la fin. Exactement, exactement. Très Et puis bien. après, il y a d'autres initiatives plus là dans la cohésion ou la stimulation. Par exemple, c'est à la suite d'un brainstorming, à l'occasion d'un team building, on a ces routines où en fait on fait cette réunion de closing, et puis on la continue par un team building. Et entre les deux, on a fait parfois quelques sessions de brainstorming justement sur les sujets qu'ils avaient identifiés. Et donc, sur le sujet, OK, on pourrait trouver aller plus d'animation, de stimulation. Il y a quelqu'un qui a dit, OK, achetons un gong. Et c'est la personne en question qui l'a fait, qui allait acheter sur Amazon le gong, hein. Bon, remboursé par Alma, je vous rassure. On s'est dit aussi, pour être inspiré, il faudrait peut-être créer des smart lunch. Donc, smart lunch, c'est faire venir des intervenants externes sur des sujets sales ou connexes aux sales. Et certains sales sont allés chercher les intervenants par leur réseau, etc. Donc vraiment, ouais, beaucoup de... c'est pas que de la créativité d'ailleurs, c'est aussi de la participation, on va dire. Le gong, est-ce que tes équipes sont en télétravail ou ont du présentiel imposé parce que le gong, effectivement, c'est fun, mais ça veut dire que les équipes doivent être sur place pour en profiter.
C'est un gros sujet, le remote, enfin le télétravail pour les équipes commerciales. Alors, d'ailleurs, c'est un sujet du moment. Donc, chez Alma, la politique globale, c'est d'être 3 jours sur 5 au minimum au travail. Et dans l'équipe commerciale, on s'était dit, en fait, on valorise énormément la présence des commerciaux, justement pour ces sujets. En fait, il faut se remettre dans le contexte de forte croissance avec des nouveaux arrivants tout le temps, avec des pitchs qui évoluent beaucoup parce que l'environnement concurrentiel change beaucoup, avec des sous-équipes qui se constituent, etc., etc. Et donc c'est vrai que la présence au bureau, moi je trouve qu'elle est extrêmement riche parce que elle permet de créer toute cette émulation, toute cette stimulation et un athlète de haut niveau, certes, il doit être concentré. Donc certains sales sont plus concentrés, préfèrent être chez eux et on s'adapte. Mais être dans cette être porté par une équipe, je trouve que ça a toujours beaucoup de valeur pour un commercial. Ok. J'ai vu aussi que tu pouvais faire sur Slack des sortes de gongs virtuels. Quand tu as une vente, tu as un Slack qui s'affiche. Ah, d'accord. Voilà. Petite tips pour les Ah équipes oui. en Là, distance. on a le sujet. Alors après le gong, on se rend compte que les sales n'osent pas toujours le taper parce que ça fait un peu du bruit. Ouais. Et donc là, on a commandé d'autres choses. C'est des petites sonnettes, tu sais, d'hôtel. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais voilà. Très bien, ouais. Bref. Très bien. Et tu m'as dit à un moment donné Power Hours, c'est ça? Ou ça, c'est quand tu m'en as parlé avant l'épisode? Non, ouais, c'est ça. Les Power Hours, c'est aussi dans cette dynamique de stimulation. Et c'est des 2 heures, deux plages horaires de 2 heures dans la semaine où les commerciaux passent que des coups de fil. Et en fait, on lie ça à des challenges. Et c'est encore un commercial qui a lancé ce projet avec beaucoup d'autodérision. On appelle ça le projet Harpon. Et le projet Harpon, l'idée c'est d'aller chercher des prospects. Donc il y a tout un imaginaire autour de la pêche qui s'est créé. Donc il a acheté un énorme poisson en plastique un peu moche pour celui qui avait le plus de rendez-vous. Il y a les tongs poissons pour celui qui en prend le moins. Enfin bref, ça reste beaucoup dans l'univers du jeu. Et puis après, il y a des challenges qui peuvent être ajoutés. Et ça, c'est un gros un challenge à part entière de faire vivre ça dans la durée, parce qu'il y a toujours un sujet de lassitude, comment on réanime la stimulation. Et donc là, c'est vraiment la créativité de tous qui jouent. Dernièrement, il y a eu par exemple des sessions de cold calling, donc toujours ces appels à froid pour aller prendre des rendez-vous avec des prospects, où le but était de placer 10 mots. Mais chacun avait donné des mots assez compliqués. Dans les mots, pour l'anecdote, on trouvait, je sais plus, moi j'ai mis, moi j'ai proposé serviette hygiénique, et il se trouve que la personne, il y a une personne de l'équipe qui est phénoménale, qui a réussi au 3e call, je crois, à placer les 10 mots directement. Mais en plus, et il a pris son rendez-vous. C'est ça qui est important aussi, c'est que c'est pas juste du fun, c'est du fun lié à la performance, on va dire. Ok. Alors, c'est vrai que j'ai eu le même challenge. On faisait un challenge par mois sur l'appel à froid. Et en fait, les équipes étaient très demandeuses. Donc, finalement, elles en font un par semaine. Mais j'arrivais un peu au bout de ma créativité parce que j'essayais toujours de trouver de nouvelles choses. Et donc, en fait, aujourd'hui, chaque BizDev, à tour de rôle, a en charge l'organisation d'un challenge en essayant de proposer quelque chose d'innovant ou de différent. Et effectivement, on a eu cet exercice de placer des mots dans des calls. Ouais. Ah, super. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la partie créativité avant qu'on passe au dernier pilier? Non, non. Enfin, peut-être ces éléments ont permis. Alors pas directement, c'est un ensemble de choses, mais en termes de résultats, chez Alma, on multiplie à peu près par 3 chaque année notre volume d'affaires. Ok. Donc c'est une croissance très forte, et notre win rate augmente au fur et à mesure. Là, au dernier mois, on était à 65%.
donc ce qui est assez élevé, sachant que c'est du win rate sur des opportunités, parfois même juste en 30, qui sont pas qualifiées encore. D'accord, ce qui veut dire que sur à peu près 65% des rendez-vous que vous avez vont se convertir en vente, c'est ça? Exactement. Ok. Non, pardon. Non, le win rate, c'est l'ensemble des deals qu'on gagne sur l'ensemble des deals qu'on gagne plus qu'on perd. Donc, par rapport ça veut dire qu'on s'arme de plus en plus contre la concurrence. En fait, c'est ça qu'on regarde. D'accord, ok. Contre la concurrence ou pas d'ailleurs, qu'on perd, quoi. Ouais. Et aussi, on est en passe la fin 2022, on deviendra le leader du BNPL, c'est notre industrie, le Buy Now Pay Later, du paiement fractionné en France. Et donc ça, c'est... Qu'est-ce que c'est ça, le BNPL, acheter maintenant et payer plus tard, c'est ça? Alors, tu veux en dire, fait, vous êtes le leader de ces solutions qui ouais, de ces proposent... solutions de paiement fractionné ou de paiement plus tard. Ouais, c'est vrai que moi, de temps en temps, j'achète sur Internet. C'est effectivement Alma qui me vient en tête. J'en ai peut-être un autre en tête, mais qui est un peu moins connu, en tout cas quand je vais sur les sites qui m'intéressent. Ouais. Oui, non, il y en a d'autres. Ouais. Oui. Très bien. Et donc, on va finir le sujet, notamment sur comment responsabiliser les équipes et les commerciaux en leur donnant des outils et des cadres. Là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, alors, en fait, je pense qu'on peut faire beaucoup de parallèles entre le management et l'éducation. Et par exemple, moi j'ai 2 enfants. T'en as aussi, il me semble. Non, j'ai un petit chien. Ah non, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok. Bon, alors Montessori, je ne sais pas si ça parle aux personnes qui ne sont pas parents, mais Maria Montessori est un médecin qui a créé toute une pédagogie autour. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que et Jeff Bezos et Larry Page ont donc les Amazon et Google. Je pense que tout le monde le sait parmi ceux qui nous écoutent, mais sont passés par des écoles Montessori. Et en fait, si on essaye de transposer de façon grossière les préceptes de l'école Montessori et donc qui sont adaptés à l'enfance, au management et au cadre professionnel, peut-être que on pourrait dire, c'est finalement donner là où Montessori donne aux enfants la clé de leur action. Le management positif va jouer pour l'autonomie du collaborateur et donc et le responsabiliser aussi beaucoup. Et donc ça c'est je pense un constat que j'ai fait, c'est plus on responsabilise les gens, plus ils ont envie de se donner et plus ils sont performants. Mais il faut bien sûr leur donner un cadre parce qu'il faut pas que ça parte dans tous les sens, il faut pas qu'ils se perdent eux-mêmes, etc. Et un outil qu'on a développé pour ça et qui est très utile, c'est un framework, vraiment désolée pour tous les anglicismes, de one-to-one, encore un. Donc, quand un manager fait le point avec son commercial, ce que va faire le commercial, c'est qu'il va devoir finalement compléter un fichier. Et dans ce fichier, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un certain nombre de données. On va partir finalement des objectifs du commercial, de ce qu'il a dans son pipe, et voir en fait ce qu'il doit encore aller chercher. Et on décline ça en plein de sous-indicateurs. Et lui va devoir dire semaine après semaine quels objectifs il se fixe en termes de nouvelles opportunités générées, en termes d'intensité de call. Et à la fin, en fait, il va définir ce qu'on appelle les SMART Goals. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous les SMART Goals, mais c'est SMART, c'est pour 5 lettres, pour specific, measurable, assignable, realistic et time related. En fait, c'est une méthode pour définir des objectifs de façon à ce que d'une semaine sur l'autre, on ait le sentiment que les choses aient avancé et pas que le sentiment que les choses avancent en fait. Parce que le problème, c'est que si on définit, il faut que je fasse plus de calls. Bon, à la fin de la semaine, personne ne saura si ça veut dire quoi faire plus de calls en fait. Et est-ce que c'est un but en soi?
pas sûr, parce que faire plus de calls, s'il n'y a pas un objectif derrière de business, ça marche pas très bien. Donc voilà. Donc tout ça fait que semaine après semaine, le commercial se retrouve un peu finalement comme à la tête de son propre business. C'est presque un entrepreneur finalement, où c'est lui qui définit ses actions, évidemment challengé par son manager, hein, qui dit ok, tu fais ça, mais comment tu pourrais aller jouer sur cet indicateur-là, etc. Donc en fait, c'est être orienté grâce à la donnée. Avec cet élément qui fige le cadre, mais les actions sont trouvées ou recherchées par le sales en aide avec son manager. D'accord. Tu sais combien de points le manager fait avec son commercial? Est-ce qu'il en fait un par semaine, un tous les 10 jours, un par mois? Oui, un par semaine. Un par semaine, ok. Mm. Très bien. Et ces objectifs, j'imagine, donc le commercial est autonome, propose des objectifs qui sont validés par le manager. Ça rentre dans votre stratégie d'OKR, c'est ça? Alors non, là c'est encore un petit peu différent. Les OKR, ça va être les objectifs à l'échelle commerciale. Ok. Par exemple, ça va être un peu plus global. Ça va être la vision du quarter, alors que du trimestre. Alors que là, ça va être vraiment pour la semaine. Okay. Quelles actions je peux mettre en place pour aller en fait modifier mon pipe ou modifier mes résultats pour aller atteindre mes objectifs. Très bien. Très bien. Oui, c'est des sortes de qui résultent que tu suis au fur et à mesure de la semaine. Oui, tout à fait. Ok. Tu voulais aussi nous parler du sujet de la rémunération, qui est aussi un levier de motivation pour les commerciaux. Et tu me disais que c'était un sujet sur lequel vous travaillez. Ouais, on travaille notamment sur le sujet des objectifs parce que en se remettant dans le contexte Alma, hein, donc vous l'avez compris, les sales sont arrivés finalement en moyenne il n'y a pas longtemps et dans des équipes très différentes et des équipes qui historiquement étaient en création. Donc quand on n'a pas d'historique, c'est très difficile de mettre des targets, des objectifs qui soient atteignables ou en fait qui soient atteignables dans les bonnes proportions. Moi, ce que j'ai entendu, alors je sais pas Alexandre, toi ton avis sur la question, mais c'est que des bons objectifs, c'est des objectifs qui sont atteints à 70-80% des équipes commerciales à peu près. Je sais pas si c'est ça le chiffre que tu as en tête, toi. C'est ce qu'on fait effectivement dans ma boîte aujourd'hui. On met en place des OKR et l'idée, c'est à partir du moment où tu es arrivé à 70% de tes objectifs, on peut dire que c'est atteint. Ouais, c'est ça. Donc nous, historiquement, on a placé finalement les targets au tout premier ou à ceux qui réussissaient le mieux. Et donc ça donne un petit peu et puis le contexte a beaucoup évolué. Et là, je disais, c'est un sujet sur lequel on travaille parce qu'évidemment, il est très très important. C'est jamais positif d'avoir des objectifs que tu n'atteins pas parce que pour le moral, c'est juste désastreux. Et aujourd'hui, on a le sujet parce que maintenant, on a suffisamment de matière justement pour pouvoir le réadapter. On voit que les objectifs sont un peu trop élevés. Enfin, ça va dépendre des verticales, ça va dépendre des personnes et surtout de la seniorité. En fait, ce qu'on n'a pas anticipé, c'est que le ramp-up était plus long que ce qu'on imaginait. Et ça, il faut que ce soit retraduit absolument dans les objectifs pour que les gens soient sereins et puissent finalement évoluer sereinement avec des choses atteignables en fonction de leur évolution chez Alma, on va dire. Ouais. Ça, c'est l'OKR de ce trimestre. Ouais, c'est vrai qu'on sous-estime souvent ce que tu as appelé le ramp-up, donc si on le traduit, c'est pas évident à traduire, mais la montée en compétence. J'allais dire la mise sur orbite, mais bon. La mise sur orbite. Mais en moyenne, il paraît qu'un commercial met entre 6 mois et 1 an pour être sur une vitesse de croisière. Donc bien sûr, ça dépend les business, ça dépend l'expérience, ça dépend de plein de choses. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait que ça prend plusieurs mois avant d'être à l'aise dans son job. Et je pense que c'est valable pour plein d'autres professions, hein, pas seulement le commercial. Chez Alma, vous voyez des tendances, quelqu'un que vous embauchez commence à être performant à partir de combien de mois à peu près? Tu sais ça un peu? Oui, alors donc
il va falloir tenir compte des cycles de vente aussi. Donc un cycle de vente aujourd'hui sur du mid-market, ça va être entre 3 et 6 mois à peu près. Il y a des deals qui se signent en 2 semaines, mais c'est plutôt l'exception. Et donc il faut compter ce cycle de vente qui est logique, enfin qui est incompressible, enfin même si on tâche évidemment de le diminuer au fil du temps. Il faut compter la création du pipe commercial et donc ce closing avec le sales cycle. Donc au final, je dirais aujourd'hui que les commerciaux sont complètement productifs peut-être sur le mid-market vers 9 mois à peu près. Et il y a un sujet aussi sur les bonus, c'est que aujourd'hui nous on paye sur du réalisé. Donc c'est quelque chose là qu'on est en train de regarder, mais sur du réalisé, c'est-à-dire que en fait, le réalisé, c'est les flux qui passent chez un marchand par Alma. Par exemple, je donne l'exemple de Maison du Monde, ce sera tous les paiements chez Maison du Monde qui ont eu lieu avec Alma. Et ça, c'est ce qui passe. Donc, on regarde ce qui est réalisé au fil du temps. Et chaque mois, le commercial touche des primes liées à ça. Et en fait, c'est comme ça que son matelas, entre guillemets, grossit au fil du temps parce que tous les deals qui ont été closés il y a moins de 12 mois, ils continuent à toucher dessus. Donc, plus le commercial est là depuis longtemps, plus ce système est intéressant. Mais ça génère un petit peu de frustration au début dans cette phase de ramp-up. Voilà. Donc, c'est ce sur quoi on travaille là en ce moment. Ouais, j'ai connu ça par le passé où effectivement j'avais un portefeuille de clients et chaque année ces clients renouvelaient et j'avais des commissions sur ces renouvellements. Et effectivement, au bout de 4-5 ans, finalement, tu as des belles commissions parce que ton portefeuille est bien structuré. Et il y a des entreprises qui vont dire bah non, le commercial, c'est un chasseur, il va être rémunéré sur le nouveau client. Mais en fait, c'est dommage parce que c'est un levier de fidélisation du commercial qui se dit j'ai construit mon portefeuille et donc ma rémunération complémentaire et je suis à minima assuré de toucher une rémunération complémentaire les prochains mois, les prochaines années. Donc ça, c'est assez intéressant comme système pour fidéliser finalement les collaborateurs, surtout les commerciaux qui, comme on l'a dit, sont des populations qui sont attirées par le changement aussi. Très bien. Et tu voulais aussi, pour finir ce sujet, peut-être nous parler du dernier levier de motivation, qui est finalement la perspective d'évolution. Ouais, bien sûr. Dans la construction d'une équipe commerciale from scratch arrive forcément et logiquement cette demande des commerciaux. Et c'est un point d'ailleurs qui a été remonté. On s'est dit ok, allez, on prend le sujet en main, même si aujourd'hui on n'a pas une personne RH dédiée sur le sujet. Donc on l'a fait au sein de l'équipe commerciale, c'est construire finalement ce career path. Je réfléchis à la traduction. Donc en gros, ce plan de carrière, de l'échelle commerciale, c'est comment on passe d'un métier à l'autre dans l'équipe commerciale. Quels sont les éléments qui permettent d'y accéder. Donc quels sont les profils des jobs pour chacun des tracks. Et derrière, c'est aussi du coup de créer, parce que c'est pas le tout d'avoir tous ces éléments définis à l'écrit. Il faut que ça vive, il faut que les gens comprennent que oui, ça peut arriver. Et d'ailleurs, c'est important. Il y a beaucoup de personnes dans l'équipe commerciale qui ont déjà évolué, et je privilégie avant tout l'évolution interne, si possible, parce que c'est comme ça, je trouve, qu'on fidélise les gens et qu'on montre que tout est possible aussi. Mais le plus important, c'est aussi de conduire tous ces finalement plans carrière avec son manager. Et donc, on a développé aussi un plan de développement individuel que la personne doit remplir. L'idée, c'est vraiment que chacun doit être maître, comme il est maître finalement de son portefeuille, il est maître de sa carrière. Et donc, c'est au commercial d'aller déclencher cette discussion de carrière parce qu'il sait où il veut aller, ou s'il ne le sait pas, son manager va l'aider à avoir toutes les pistes possibles. Et dans ces cas-là, il va se faire son plan. Ok, qu'est-ce que je dois faire pour arriver là? Ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est quand même important de donner des perspectives d'évolution. Et dans ce genre d'entreprise qu'est Alma, c'est possible puisque vous avez une croissance,
ça recrute, vous devez créer de nouveaux postes. Exactement. La vente, c'est un métier qui évolue avec là aussi de nouveaux métiers, donc il y a plein de choses à faire dans les propositions d'évolution. Ouais. Bah, écoute, très bien, Marine, on va passer aux questions de la fin, si tu le veux bien, à moins que Oui, avec plaisir. tu veux y ajouter quelque chose sur Non, ce sujet. Non. Je pourrais parler des heures, donc il vaut mieux m'arrêter. D'accord. Bah, écoute, en tout cas, on a eu plein de conseils applicables pour animer une équipe et les motiver et révéler leur potentiel. Et ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous donnes toi tes conseils, notamment en termes d'apprentissage. Et ma première question que je pose à tous les invités, c'est est-ce que tu as des contenus que tu me conseilles de lire, de regarder, d'écouter, que ce soit sur la vente ou l'entrepreneuriat ou d'autres choses, hein. Oui, mais alors, bien sûr, au-delà de ton podcast, comme je disais, m'a été utile, hein, et m'a accompagné pendant quelques footings. Mais sinon, je recommande aussi les podcasts liés aux activités de vos prospects et de vos clients. Par exemple, en e-commerce, il y a Digital Doers. Et pour les conseils en management, il y a, par exemple, et d'autres conseils un peu généralistes, il y a la Harvard Business Review qui est bien faite. Et ça, je vous incite à la lire parce que ça donne des éléments de qualité assez approfondis. Puis, alors, c'est vrai que les livres, moi, je privilégie la littérature plutôt, je veux dire classique, pas de développement. Mais on m'avait offert le livre The Challenger Sale il y a longtemps, à l'issue d'un concours ou autre, qui avait donné quelques tips intéressants pour la vente. D'accord. Et en littérature, vu qu'on est en plein mois d'août, pour lire sur la plage, tu nous conseilles quoi? Ouais, moi j'ai bien aimé dernièrement La Décision de Karine Thuil. Elle avait écrit Les choses humaines que j'avais un peu moins aimé, mais celui-ci m'a beaucoup plu. Et j'ai aussi aimé, attends, comment ça s'appelle? En attendant Beaujangle, très très belle histoire que j'ai aimé dans un autre genre plus romantique, on va dire, D'accord. mais très poétique. Ouais. Je sais pas si ça. Bah si, sans doute que certains auditeurs vont Je vous invite à la découvrir, lire, elles sont très bien. Si voilà. vous aimez pas, vous pourrez venir me Ok. Faire une remarque, ok. Et en termes de routine, pardon, ou d'outils, est-ce que là aussi tu as des choses qui t'aident au quotidien? Alors routine généraliste. Donc comme je disais, j'ai la chance d'avoir 2 enfants, et donc revenir au travail et avoir des enfants qui t'attendent, c'est assez chouette parce qu'en fait, il suffit d'un câlin ou d'un rire d'enfant, et en fait, tu déconnectes tout de suite. Donc ça, c'est vrai que ça aide à tenir la charge, on va dire. Et sinon, je suis un peu une adepte de sport. Je joue pas mal au tennis, donc j'essaye de jouer les week-ends. J'ai refait un tournoi récemment d'ailleurs, ce qui m'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Et les logiciels ou les aides, outils comme ça, moi, ce qui m'aide, c'est plutôt de supprimer tout le superflu. En fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'on passe du temps sur Internet, sur des réseaux sociaux. Il y a des notifications dans tous les sens. Et je trouve que c'est très dur de garder le focus avec ça. Donc moi, j'essaye d'avoir une hygiène là-dessus assez forte avec 0 notification. J'ai presque aucune appli sur mon téléphone. Même j'ai aucun réseau social maintenant. LinkedIn, je supprime l'application très régulièrement parce que sinon je me rends compte que je passe du temps à lire des contenus qui sont intéressants parfois, mais souvent on se relève et puis on se dit en fait ça fait une demi-heure que je lis des choses sur LinkedIn. Voilà, donc c'est plutôt ça aujourd'hui, moi, les choses que j'essaye de ne pas utiliser. C'est vraiment un sujet, la déconnexion, l'addiction aux écrans. Et c'est un sujet qui me plaît. Moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, faire un deuxième podcast sur ce sujet. Bon, du coup, il va falloir que je démarche des psychologues. Je ne sais pas si
Non, mais c'est vrai, hein, Attends, c'est un gros sujet. C'est un très gros Ouais. sujet. Et puis, je prends le parallèle avec les enfants, mais quand on a des enfants, on n'a pas envie qu'ils se disent que, en fait, la normalité, c'est d'être devant son téléphone, etc. Donc, on a une boîte à téléphone chez nous. Enfin, bref. Ouais. Moi, c'est vrai que demain, si j'ai des enfants, c'est quelque chose qui va m'interroger très vite. Ouais. C'est à quel moment tu laisses un portable à ton enfant, sachant que tous ses amis en ont un à l'âge de, je sais pas aujourd'hui à quel âge ils ont des portables, mais j'imagine assez tôt. Et à quel moment tu mets des barrières là-dessus, quoi. Et effectivement, les tycoons de la Silicon Valley vont dans des écoles où t'as pas de digital, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait forcément réfléchir. Ouais. Bon, bah écoute, très bien. Il me reste 2 questions et on aura fini l'épisode. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une compétence qui te manque, que tu aimerais bien avoir? J'aimerais en tout cas progresser, sans doute sur si je pouvais avoir l'éloquence d'Obama, évidemment, je serais ravie. Ouais, tu pourrais faire ça existe, hein. J'ai un ami podcasteur qui prend des cours d'élocution, ouais. Ah oui. Et même de savoir moduler sa voix pour avoir une voix plus charismatique, etc. Ah, d'accord, Donc ça intéressant. peut être un cadeau d'anniversaire que tes proches te proposent. Ouais. Et enfin, Marine, dernière question. Si tu peux inviter quelqu'un sur ce podcast, tu invites qui? Alors, j'ai pas écouté l'ensemble des podcasts et j'ai vu que tu en avais fait un certain nombre, donc ça se trouve, tu l'as déjà invité, mais j'ai pensé à Paul Berlotti, fondateur de Mojo. Tu l'as déjà eu? Alors, on s'est parlé. Il voulait bien passer sur le podcast. Là, c'était avant l'été, donc là, j'ai pas réussi encore à caler de date, mais normalement, il passera sur le podcast. Ouais, il est assez chouette, il a une belle énergie et il Ouais. a créé une solution en plus pour les sales Ouais. qu'on utilise. Donc, Ok, très bien. Ouais, il devrait passer, je pense, à la rentrée là, en septembre, il sera dans le podcast. Super. Bah écoute, merci Marine. Si on veut te joindre, on te joint sur LinkedIn, j'imagine. Ouais, sur LinkedIn, c'est parfait. Ok, bah écoute, on te souhaite de très belles aventures avec Alma. Merci beaucoup, On, Alexandre. on surveille Merci à tous vos qui nous avez actualités. écoutés. Ouais. Ouais. Et puis Avec plaisir. si vous avez aimé l'épisode, bah, vous savez que vous pouvez le noter, ça nous aide. Et n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos connaissances. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi, Marine. Et puis, je te souhaite un bel été puisqu'on enregistre l'épisode au début du mois d'août. Et il sera sans doute publié d'ici septembre-octobre. Un plaisir partagé. Merci beaucoup, Alexandre. C'était un très chouette moment pour moi. Et au revoir à tous aussi. Et merci de nous avoir écoutés. Ouais, à bientôt tout le monde. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros-de-la-vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. À bientôt et belle vente à tous.